Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Mon nom, vous vous en doutez, est Caroline Fischer et j'ai le plaisir de vous présenter Carsten Kurowski, journaliste franco-allemand qui depuis plus de 30 ans partage sa vie entre les deux pays. Donc, il saura nous dire ce qu'il en est de cette amitié franco-allemande et comment nous la vivons. Et je suis particulièrement contente que la collaboration entre l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où j'enseigne la littérature comparée, et les idées mènent le monde, comme cette manifestation prend 10 ans cette année, mais que nous avons aussi le plaisir de travailler, de collaborer avec l'Institut Heinrich Mann, qui ici à Pau, depuis plus de 30 ans, travaille activement à cette amitié franco-allemande, et c'est grâce à eux que nous avons pu inviter Carsten Kurowski. Donc, merci. Si l'on compare les deux pays, par le passé, il y avait quand même d'énormes différences. Si je pense au plan politique, d'Allemagne, on voyait quand même d'un œil très étonné le phénomène Le Pen et toute cette droite, comme aussi le phénomène Mélenchon. Maintenant, en Allemagne, on a l'AfD et Sarah Wagenknecht. On a eu, vous me corrigerez, cher ami, 12 ans de Kohl et 16 ans de Merkel, c'était bien cela. Donc, une stabilité très, très importante. Il y a eu des élections anticipées en France. Il y a des élections anticipées en Allemagne. Les choses semblent, de ce point de vue-là, se rapprocher. Pour prendre un sujet beaucoup plus terre-à-terre, au sens propre du terme, la SNCF et la Deutsche Bahn, je me souviens qu'au début, quand je suis arrivée en France il y a 15 ans, et j'arrivais à Paris et je voyais à la gare de l'Est un ICE de la Deutsche Bahn, j'étais ravie, ravie. Aujourd'hui, j'ai dû apprendre que l'équivalent de la SNCF ou de la Deutsche Bahn suisse refuse de vendre des billets avec des correspondances avec les trains allemands, tellement ils sont devenus peu fiables, du moins aux yeux des Suisses. Et un troisième point, plus abstrait, ce qui nous a semblé aussi très étonnant en Allemagne, c'était cette fierté nationale qui existait en France, les drapeaux partout. Il faut dire aussi que bleu, blanc, rouge, c'est plus joli esthétiquement que le drapeau allemand, du moins à mon goût. Et quel n'était mon étonnement, et je n'étais certainement pas la seule, qu'en 2003, si ma mémoire est bonne, lors des championnats, des mondiaux de foot, c'était bien 2003 ? 2006. Bon, alors, il y a environ 20 ans, tout d'un coup, dans les rues de Berlin, sur les voitures, on voyait sur les rétroviseurs ou des petits drapeaux sur les voitures, mais partout, ma propre mère en a mis. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, ce sentiment allemand, et encore dans les années 90, je me souviens au moment où les premiers recrues de l'armée allemande ont fait serment à Berlin, la ville était presque en état de guerre.
tellement il y avait de manifestations, de mesures de sécurité, impossible de circuler, justement parce qu'on disait que c'était un scandale, c'était pas possible, et l'armée et tout cela. Donc ce sentiment d'appartenance à une nation, ce sentiment de fierté, comment diriez-vous, comment définiriez-vous la différence entre les deux pays? Eh bien, je vais revenir à ça. Mais avant, je voulais vous dire, je me suis levé ce matin à Karlsruhe à 5 heures et je suis arrivé sur la dernière colline en voyant les Pyrénées vers 14h30. Et je me suis dit, j'ai une chance inouïe d'être dans les deux pays et vous êtes vraiment là dans un coin des meilleurs et des plus beaux. Quand on voit les Pyrénées dans la brune, un petit peu là paraître, je suis étonné que vous soyez tous là parce que vous devriez être à Oloron-Sainte-Marie ou quelque part dans une vallée en train de faire une randonnée. Merci d'être venu, c'est vraiment super. Moi, ça m'avait vraiment fait plaisir aussi de revoir Pau et de revoir cette ville exposée vers les Pyrénées, pas loin de la mer. Et bon, quelqu'un qui peut être dans plusieurs espaces. Moi, je suis l'Allemagne du Nord. Madame Fischer est de Berlin. C'est pareil. Donc, on apprécie beaucoup être dans un autre pays, être dans une culture différente. Les cultures différentes, évidemment, ça nous enrichit. Donc, c'est déjà une note très positive. Et quand on regarde un petit peu notre passé, c'est-à-dire on va dire, cette dichotomie entre la France et l'Allemagne, eh bien, moi, je l'ai vécu. Je me suis dit, ouais, à partir des années 60, je pense, parce que bon, j'ai 71 ans aujourd'hui, je suis de 53, donc la première chose que j'ai vécue en Allemagne qui m'a un petit peu renvoyé sur la France, je crois que c'était les marches pour la paix dans les années 60, 60, 68. Et puis la première fois que j'ai perçu vraiment la France, bon, c'était sans doute la sortie de classe qu'on avait faite en Allemagne, en France, dans le Midi. Et ça, c'était en 70, voilà. Et là, je me suis dit, j'ai grandi dans la zone d'occupation britannique. Les Anglais étaient super corrects. Ils nous invitaient dans les casernes. Ils donnaient un concert. Les Écossais donnaient un concert tous les ans. Ils étaient tout près de nous. Et ils ont vraiment porté la culture aussi. C'était des troupes, hein, la culture de façon on va dire, un petit peu discrète. Et bon, j'ai essayé, je me suis dit, je vais faire la même chose en France, je vais m'insérer un petit peu. Heureusement, en France, il y a de jolies filles. Donc, quelqu'un qui est en 72, qui a 20 ans, 19 ans, c'est un point de départ qui est très, très bien. Et ça joue beaucoup dans l'interculturel. Dans le temps, quand je regarde, donc j'ai été la première fois en France, je me suis installé en 76 à Poitiers. Est-ce que j'avais une conscience d'être allemand ou une fierté nationale ou quelque chose comme ça? Ça m'était complètement étranger, quoi. Aucun positionnement, on va dire, culturel comme ça. J'étais là pour absorber tout ce que je pouvais apprendre en France, tout ce que je pouvais voir. Et les différences étaient bien nettes, évidemment. Donc, c'est une administration centrale. La première fois que j'ai été nommé lecteur d'allemand en 84 à Bordeaux, ben, le décret de nomination a été signé à Paris. C'est plus le cas aujourd'hui, hein, c'est régionalisé. Donc petit à petit, avec les années, j'ai senti quand même que la France et l'Allemagne se rapprochaient un petit peu, que la France perdait un petit peu de sa centralisation et que l'Allemagne, bon, était depuis les années 50-60 déjà assez urbanisée. On a une densité de population beaucoup plus élevée que la France. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, les cités, banlieues, HLM, que vous avez autour des villes, des centres-villes françaises, bon, ça date souvent des années 60-70. Et ça m'a impressionné. En Allemagne, c'était déjà le cas. On avait déjà une population très urbaine. Donc cette différence entre la ville et la campagne, ces traditions, chacun a son passé de campagne, son passé rural, ça m'a impressionné et c'était quelque chose qui nous distinguait vraiment, la France et l'Allemagne.
et revenir sur cette idée de, je sais pas, d'identité nationale, pour moi, c'était difficile parce que le traumatisme de 61, construction du mur, ben, il était en moi, je le sais, parce que j'avais de la parenté derrière le mur à Berlin-Est et en Allemagne de l'Est. Et moi-même, j'avais passé mes vacances en 59 avant la construction du mur à Berlin-Est. Et ça m'a un petit peu, ça m'a beaucoup questionné et identité nationale, pas vraiment. Service militaire, c'est pareil. La Bundeswehr, ça n'a rien à voir avec l'armée, avec la défense française, est beaucoup plus costaud aussi et beaucoup plus tourné vers la représentation et les drapeaux. En Allemagne, on a fait le dos rond, on a été là. On s'est dit, en tant que recrue, on est là pour retenir ou arrêter l'ennemi jusqu'à ce qu'il y ait de vrais soldats qui arrivent, quoi. C'est vraiment à ce point, hein, je caricature à peine. Donc tout ça, c'est quelqu'un qui a vécu maintenant pendant 40 ans en France et qui a bien sûr vu un petit peu ce rapprochement, surtout après, pour l'Allemagne, après la chute du mur, parce que bon, c'est là que dans la publicité, par exemple, il y avait les couleurs allemandes qui paraissaient, alors qu'en France, le bleu, blanc, rouge, dans la publicité, c'est repris partout. Hein. Prenez l'enseigne de Leclerc, vous avez du bleu, blanc, rouge. Prenez Carrefour, vous avez du bleu, blanc, rouge dans la pub. En Allemagne, on ne connaissait pas ça avant 89, donc visuellement aussi, cette identité, on va dire, une petite fierté nationale, pour moi, elle apparaît là. Oui, absolument. Et je pense que surtout aussi en France, il n'y avait pas. C'est la question quand même très très lourde à porter en Allemagne, encore dans ma génération, de la culpabilité collective. Même si nous, on pouvait se dire ce n'est pas de la culpabilité, mais quand même une responsabilité collective qui, je pense encore aujourd'hui, explique beaucoup de choses. Mais justement, vous avez déjà parlé un petit peu de la différence militaire entre les deux pays. Je pense que là encore, c'était quelque chose qui m'a frappée. J'étais dans un club de sport et je savais qu'une des personnes était dans l'armée. J'entendais que la crise au Mali avait éclaté et j'ai dit, bah, toi aussi, est-ce que tu dois y aller? Je pars demain. Pour moi, c'était un vrai électrochoc que quelqu'un puisse partir à la guerre. Et ça, le lendemain, dans ma petite tête allemande, c'était invraisemblable. Je pense que là, sur ces différences militaires, est-ce que vous voulez approfondir un petit peu cet aspect? C'est-à-dire qu'en Allemagne de l'Ouest, on était très conscient qu'on était occupé, hein, jusqu'en 90, 91. Après la chute du mur, quand il y a ces traités des Alliés qui ont fait partir les Russes, faire quitter l'Allemagne de l'Est, ou aussi les troupes britanniques, canadiennes, belges, on n'avait pas que les Américains et les Français. Tout le monde pliait bagages et il restait que les troupes européennes, au fait. Donc on était très conscient de ça, hein. Ça faisait partie du quotidien. Moi je me souviens, j'écoutais avant le bac, j'avais de très bonnes notes en anglais, juste parce que j'écoutais tout le temps la radio britannique pour les soldats et AFN, American Forces Network, pareil, c'était ça. C'était vraiment la culture quotidienne. Donc imaginez un petit peu, vous avez Captieux, c'est le général de Gaulle qui a fait partir les Américains. On a une autre attitude par rapport à ça. Nous, on ne pouvait pas. On avait les Britanniques, les Américains, les Français là. Et puis, on était bien contents aussi, parce qu'en Allemagne de l'Ouest, on se sentait quand même très exposé. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment transmettre. On a une proximité en Allemagne par rapport aux pays de l'Est, par rapport à la problématique ukrainienne, par rapport à la Pologne. Je pourrais vous raconter énormément d'exemples qu'on ressent un peu moins ici. On se sent un petit peu plus détaché, un petit peu, on est aussi protégé par l'écran nucléaire,
c'est quelque chose que l'Allemagne n'a pas. Et quand Poutine, par exemple, quand il brandit le danger nucléaire, ça fait vraiment tilt chez les Allemands. C'est beaucoup plus que en France, parce que vous avez la force de frappe, la force nucléaire, vous avez quelque chose qui vous protège plus. C'est très intéressant maintenant, parce que on va y revenir, parce que actuellement, donc Macron, depuis quelques années, est très pro-européen, et la réflexion maintenant avec Keir Starmer en anglais aussi, en Angleterre aussi, c'est comment protéger l'Union européenne. Donc sur ce fond de passé, aujourd'hui, on est dans une situation où si on pense Europe, il va peut-être falloir partager aussi cet outil de protection. Et comme les Anglais, malheureusement, nous ont quittés, c'est devenu encore un peu plus compliqué. Ça demande plus de coordination, plus de discussion. Vous savez très bien que la doctrine nucléaire en France, c'est on garde son indépendance, on garde le pouvoir de décision en France. On ne va pas le déléguer aux Américains. Enfin, on y reviendra, mais historiquement, la discussion entre la France et l'Allemagne, elle est un petit peu difficile, parce que le sentiment des Allemands est bien différent du sentiment des Français sur le fond militaire. Pour revenir sur plusieurs points, juste pour confirmer ce que vous dites, moi je suis de Berlin-Ouest, et on savait, si on allait dans la forêt, le jeudi, on croisait assez systématiquement les soldats américains qui jouaient à la guerre. Et bien sûr, tous les jeunes ont écouté AFN. On n'écoutait pas les radios allemandes, donc on était vraiment très, très imprégnés de cette culture américaine, US-américaine. Les parents qui racontaient leur joie s'ils étaient libérés par les Américains, ce qui leur évitait d'être occupés par les Russes. Donc il y a énormément effectivement de cette proximité avec les États-Unis qui, me semble-t-il, est effectivement une très très grande différence sur tous les plans. Et aussi cette peur en Allemagne. Il y a un ami qui me dit, au début de la guerre d'Ukraine, mais tu sais, les missiles atomiques sont ici en 8 minutes. Même pas le temps de se boire encore un dernier bon verre. Je le raconte le soir à mon mari, mais il me dit, mais écoute Caroline, ici ça fait 12 minutes. Est-ce que tu penses que ça fait une vraie différence? Donc là, on voit très très clairement que les mentalités et les faits ne correspondent pas toujours à 100%. Oui, c'est ça. Et puis c'était vraiment ce qui nous a formés. En Allemagne de l'Ouest, c'était cette présence quotidienne. Elle était bien agréable, parce que elle avait un aspect interculturel aussi. Mais vous imaginez peut-être moins que nous ce que c'est d'être tout le temps avec des invités militaires dont on a bien besoin. Et surtout à l'Ouest, on était très très conscient qu'on avait besoin des Américains, et aussi du bouclier américain. Il y avait, vous vous souvenez, en Allemagne dans les années 70-80, il y avait beaucoup de discussions, surtout dans les années 80, autour de l'installation des missiles américaines sur le sol allemand. C'est reparti, et on avait énormément, donc là, à ce moment-là, de difficultés pour accepter ça. Et quand on est bien au courant de ce qui se trame actuellement, ça va être la même chose. Mais les discussions ne sont plus les mêmes. Voilà. Si on revoit un petit peu tout ça, quelle est la place de la France là-dedans? La France, elle était, par exemple en Allemagne, elle était présente dans le sud-ouest. Et quand j'ai fait mes études, j'ai un peu bougé. Et je me souviens, on avait une garnison de 10 000 Français à Trèves, on avait 10 000 Français à Fribourg-en-Brisgau, près de Bâle, sur la frontière. On avait 10 000 Français à Tübingen, on avait 10 000 Français à Baden-Baden. Je ne vous fais pas le dessin, Baden-Baden.
étape clé aussi pour De Gaulle. Donc tout ça, ça a formé aussi une mentalité, mais qui aujourd'hui, qui est très positive, parce que bon, on avait la présence des Français, et je travaille beaucoup actuellement depuis une quinzaine d'années dans l'espace transfrontalier entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg, j'en viens ce matin, et ben c'est incroyable ce qu'il y a comme lien. C'est devenu aujourd'hui pratiquement un espace commun entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Ça s'est montré pendant le Covid. On a voulu rétablir les frontières, séparer les deux pays, la France et l'Allemagne, et on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas empêcher les 40 000 personnes qui passent chaque jour la frontière, les transfrontaliers qui vont dans un pays ou dans l'autre travailler. On ne pouvait pas les arrêter et leur dire vous restez chez vous. C'était impossible parce que bon, on vidait les hôpitaux de leurs médecins, de leurs infirmières, etc. Et de l'autre côté, les implantations industrielles allemandes qui sont en Alsace ne fonctionnaient plus non plus parce que les Allemands n'étaient pas là. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là, et ce qui est très positif finalement, qu'on ne pouvait pas fermer les frontières et qu'aujourd'hui, donc après le Covid, il y a eu les hommes politiques qui se sont rencontrés et qui se sont dit bon, on ne va plus faire ça, c'est pas possible, c'est franchement pas possible parce que c'est devenu un espace commun. Et donc, pour revenir peut-être sur, encore une fois, sur les États-Unis, parce qu'en plus, dans le petit texte dans lequel cette rencontre a été annoncée, on a dit aussi que ça serait 3 semaines après les élections aux États-Unis, élections où je pense nous étions nombreux et nombreuses à espérer peut-être une autre issue. Il est évident que l'élection de Donald Trump sera très importante pour le monde entier. Est-ce que vous pensez que cette élection est perçue de manière similaire ou différente dans les deux pays? Et est-ce que vous pensez que les conséquences sont à peu près les mêmes ou quand même aussi très différentes dans les deux pays? Je vais vous donner la vision allemande, parce que bon, la vision française, elle se discute tous les jours dans les médias et entre vous. Donc la vision allemande, elle est vraiment qu'il va y avoir des temps très difficiles, parce que économiquement déjà, Trump, il parle beaucoup d'installer des taxes et des barrières douanières. Et c'est le marché des États-Unis pour l'industrie allemande, il est très très important. Tous les produits donc vont avoir des difficultés de rentrer sur le marché américain. Donc là, l'industrie allemande, elle se prépare à des temps difficiles. Et vous avez même si Trump, par exemple, il établit les frontières, des barrières douanières avec le Canada, les entreprises qui se sont installées au Canada, les entreprises allemandes, ils vont avoir affaire à ces barrières douanières. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui préoccupe les Allemands, comme c'est une nation d'exportation très portée sur l'exportation. C'est très, très difficile. La deuxième donne qui est en train de s'installer durablement aussi, c'est la position de la Chine. Et aussi, vous savez que Trump, aussi, il va mettre l'accent sur les relations avec la Chine et il n'est pas tellement pro-européen. C'est-à-dire l'Europe ne l'intéresse pas vraiment. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est penser plus européen et pour se tirer d'affaire, il va falloir agir ensemble. Et là, c'est pareil, on n'a peut-être pas encore toutes les billes, on n'a pas pris toutes les précautions, on est un petit peu en retard. En plus, vous avez deux gouvernements qui sont affaiblis. Donc en France, je n'ai pas besoin de vous faire le dessin. En Allemagne, c'est pareil. La coalition entre les Verts, les libéraux et les sociaux-démocrates vient d'éclater. Donc on aura des élections. Ça va durer jusqu'au 23 février 25. Et puis après, il va y avoir les négociations de coalition
grosso modo, avant, on va dire, fin mars, on n'aura pas de gouvernement qui peut continuer à agir. Donc actuellement, il n'y a plus de majorité au Bundestag, à l'Assemblée nationale en Allemagne. Donc il y a plein de choses qui sont en attente, qui devraient être décidées. Avant fin mars, il n'y aura pas de décision. On n'a pas de budget. Le budget a été construit, mais il n'a pas été voté. C'est pareil. Donc là, vous savez bien ce que ça génère comme effet. Si on a, on va dire, décembre, janvier, février, mars, c'est 4 mois où il y aura un flou et pas beaucoup d'action parce qu'il n'y aura pas de majorité. Projetons-nous un petit peu plus, on va dire, qu'est-ce qui va se passer? Les libéraux, ils sont tellement maladroits actuellement, ils ne vont pas rentrer dans le Bundestag, donc ils n'auront pas les 5% à mon avis. C'est fini, ils ont fait harakiri la semaine dernière, politiquement. Il y aura les Verts qui vont être très très affaiblis aussi et les sociodémocrates avec Scholz qui ont reconduit Scholz au lieu de prendre l'actuel ministre des armées qui avait plutôt la cote dans la population parmi les électrices et électeurs. Ils vont rester autour de 12, 13, 14%. Donc c'est les chrétiens démocrates qui vont être le parti qui va peut-être rassembler une coalition, parce que personne ne voudra entrer en coalition avec l'AfD, avec l'ultra-droite, la nouvelle ultra-droite. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être les sociodémocrates avec les chrétiens démocrates qui auront la majorité. Le nouveau chancelier, ça sera Friedrich Merz, l'ancien ennemi numéro 1 de Angela Merkel. Il y aura éventuellement les Verts si ça ne suffit pas d'avoir une majorité, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. Donc il y aura à peu près la même constellation que maintenant. Sauf qu'à la place des libéraux, il y aura les chrétiens-démocrates. Mais ce n'est pas vraiment une constellation qui va attaquer les problèmes, les vrais problèmes qu'il y a actuellement. Et les vrais problèmes, c'est surtout l'infrastructure. Parce que pendant la période Merkel, pendant les 16 années, on n'y a pas vraiment touché de peur d'augmenter trop les impôts et de faire participer toutes les citoyennes et citoyens à la reconstruction et à l'installation d'une infrastructure. Je vous donne juste un exemple parce que ça m'a vraiment donné ça. Je suis à la campagne, près de Bordeaux, à 20 km de Bordeaux, 2500 habitants. J'ai eu la fibre optique il y a 6 mois. C'était hyper facile parce qu'il y a des poteaux partout, donc il y a un petit camion qui arrive et qui met un fil de plus parce qu'il y a déjà le fil téléphonique. Et je demande à le fil téléphonique, vous me le retirez? Non, on va le laisser en place, on ne sait jamais. Bon, encore un fil dans l'air et c'est bon. En Allemagne, vous attendez 3 ans jusqu'à ce que c'est enseveli, quand c'est enfoui, etc. Et vous avez, jusqu'à ce que le chantier se mette en place, vous attendez toujours votre fibre optique. Moi, je travaille avec un collègue, caméraman. Je lui dis, tu me files un montage, tu m'envoies ça par numérique, par réseau numérique. Il ne peut pas, ça bloque. Donc 5 gigaoctets, j'aimerais bien les avoir chez moi. Donc il va m'envoyer par la poste une clé USB, ça va durer 10 jours, quoi. C'est tellement important d'avoir une infrastructure qui est moderne, qui marche, parce qu'on peut pas, sinon on ne peut pas coopérer, et surtout de façon transfrontalière ou internationale. Tout ça, ça va être retardé, donc on aura un retard par rapport à, on va dire, une Chine qui s'installe de plus en plus, qui va se développer de plus en plus avec la voie de la soie et tout ça. Et on est très inquiet, quoi. Et ce que vous avez dit, Madame Fischer, pour les trains, par exemple, moi j'étais dans un train ce matin, on ne peut plus compter sur les trains qui arrivent à l'heure. On est toujours en retard. Il faut toujours prendre 1 heure, un train d'avance pour arriver à peu près là où on veut arriver à temps, quoi. Donc ça vous semblera peut-être un petit peu anodin, ça ne l'est pas du tout parce que tout le monde s'en plaint et tout le monde en souffre. Et c'est parce que le réseau ferroviaire a été négligé pendant une 20aine d'années.
On peut aligner énormément d'exemples comme ça. Et oui, et oui, et oui. Et pourtant, il y a des choses qui marchent. Et il y a surtout, je pense que vous avez évoqué la question militaire, la question militaire qui est très importante, où on le sait très bien, les choses, même si la position militaire de l'Allemagne a un petit peu évolué depuis l'époque dont vous nous parliez, il y a toujours encore d'énormes différences entre l'armée française et l'armée allemande, mais il y a quand même aussi des gros projets, plutôt pas seulement militaires, mais industriels entre les deux pays. Comment est-ce que ces projets évoluent? Est-ce que ça marche bien? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, quand je suis en Allemagne, on s'en rend même pas vraiment compte. Je suis souvent à Hambourg et ici, en France, je suis souvent à Toulouse. Vous voyez où je veux en venir. C'est un succès énorme, c'est vraiment une success story et qui concerne toute l'Aquitaine du Sud, par exemple. Je vous dis, c'est un quiz, hein, je vous dis Messier, je vous dis Tarbes, je vous dis des noms comme ça, La Télec, etc. Tout ça, ça converge vers, bien sûr. Et Airbus, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien vu de l'extérieur. Maintenant, moi j'ai mes sources à l'intérieur qui sont vraiment fiables et que j'ai soignées pendant une dizaine d'années. Et là, vous voyez classiquement les mêmes choses que vous voyez partout ailleurs entre deux cultures, une culture française, une culture allemande. C'est tout à fait la même chose. Interculturellement, bon, les Français, ils travaillent un peu plus longtemps, mais ils vont aussi prendre une pause entre midi et deux qui est plus longue. Les Allemands, ils vont manger sur place, sur le pouce, ils vont même pas à la cantine. Et mon copain qui est allemand, hambourgeois, travaillant à Toulouse, il est rentré à Hambourg et il a vu le chef des 3 halles de montage à Hambourg. Et il a dit, bon, ben, vous nous avez montré tout ça, j'ai tout compris, on est d'accord sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas élaborer ça lors d'un business lunch ? Et ça, l'Allemand lui dit, business lunch? Oh, je ne vais pas avoir le temps. Et le Français, mon copain qui est hambourgeois, il est suffisamment francisé pour savoir que ça se discute autour d'un verre entre midi et 2. Et l'Allemand qui dit, oh, mais si je vous suis là, je vais en être à mon 3e business lunch cette année. On est en novembre. Donc, je caricature aussi, mais c'est ça. Et actuellement, par exemple, vous avez un programme d'économie sur Airbus. Airbus France surtout, là, ça s'appelle LEAP. C'est un programme qui va vraiment chambouler l'entreprise de l'intérieur. Et vous avez une refrancisation de Airbus Toulouse. Et vous avez aussi toujours une tribu allemande qui bosse à Hambourg. Et là, entre les deux, il y a quelques échanges qui sont nécessaires. Et les gens qui ont la chance, en tant qu'Allemands, de travailler à Toulouse, et ceux qui sont à Hambourg, les Français qui sont à Hambourg, ils disent il faut absolument renforcer la compréhension interculturelle dans notre entreprise. Sinon, ça va se réinstaller chacun pour soi et la filiale allemande qui s'occupe du A321 et les Français qui vont faire autre chose, etc. Donc ce clivage, on ne va pas le laisser se réinstaller. Alors que ça tend à ça actuellement, parce que vous avez une culture aussi du cadre français qui est différent parce qu'il sort d'une école prestigieuse, et d'un cadre allemand qui n'est pas aussi impressionnant. Il a une autre attitude de communiquer autour de lui. Il faut y travailler tous les jours, sinon on revient en arrière, quoi.
Et ça, c'est vraiment intéressant quand c'est au sein d'une entreprise qui a quand même les mêmes objectifs et qui se veut européenne. Et puis, bon, vous avez tous peut-être aussi des gens qui sont chez Airbus, quand vous avez vu ce qu'il a fallu rapatrier de l'Angleterre et tout ce que ça nous a fait de mal. Je peux vous dire que mes collègues journalistes qui travaillent à Bruxelles, ils se sont tous dit, mais c'est pas possible ce Brexit. Comment on a pu en arriver là, quoi. Ils sont tous désespérés de voir que les Anglais nous ont quittés. Et ça, c'est pareil, c'est une barrière économique qui se remet en place et qui est complètement aberrant, quoi. Point de vue militaire, je rajoute juste un mot. Il y a des projets franco-allemands, italiens, les Néerlandais s'y intéressent, tout le monde s'y intéresse et tout le monde maintenant devant la nécessité de faire ensemble, de construire vraiment des groupements industriels aussi forts en Europe. C'est pareil, il y a des mentalités aussi dans les entreprises, j'entends beaucoup parler de ça, qui freinent. C'est-à-dire, par exemple, on a Dassault à Bordeaux, et Dassault devait aussi contribuer à un projet européen qui était géré par les Allemands. Il y a beaucoup de réticences chez Dassault France. Les gens qui disent, mais c'est les Allemands, ils veulent juste avoir nos brevets, ils sont derrière pour avoir ça, pour nous voler ça, etc. Enfin, des choses complètement aberrantes qui sont affectives. Et le temps, il n'est plus à ça, quoi. Aujourd'hui, il faut se mettre ensemble. Et les experts qui ont dit, si on construisait nos propres avions de combat, si on se faisait le plaisir de construire un système de défense basé sur des chars et sur des choses comme ça, on a un potentiel économique, on peut faire des économies d'à peu près 100 milliards d'euros si on se mettait ensemble. Ça, c'est les experts. Mais ceux qui pourraient réaliser ça, qui pourraient construire ça, n'en sont pas encore là, quoi. Et donc, effectivement, pour tous ces projets potentiels dont vous venez de parler, il faut surtout aussi un grand potentiel d'innovation. Et est-ce que vous pensez que pour innover, il vaut mieux être à plusieurs ou est-ce que ça peut plutôt mettre des freins? Ouais, c'est difficile. Ça met toujours des freins parce qu'on n'a pas les mêmes cultures et on a toujours des craintes. On a toujours, comme là pour les brevets, des réactions comme ça. Et évidemment, ce sont plutôt aussi les cadres haut placés. Et les cadres haut placés, à un certain âge, on ne s'améliore pas avec l'âge et l'ouverture. Hein. Ça paraît très simple, mais c'est un peu ça, quoi. Et sinon, on a aujourd'hui l'impression, quand on navigue entre les deux pays, que les Français ont plus l'esprit de l'innovation que les Allemands. Les Allemands sont toujours un petit peu réticents, ils ont toujours besoin d'être rassurés, de dire est-ce que si on adopte quelque chose de nouveau, est-ce que ça marchera vraiment? Qui va nous garantir que ça marche? Alors que dans la culture de l'entreprise, les Français ont beaucoup plus tendance à dire, bon, on va essayer, on va voir si ça marche, sinon on va modifier. Pour l'allemand, pour le décider à innover, il faut que ce soit garanti que ça marche. Et là, c'est aussi sujet à discussion entre les Français et les Allemands quand on conçoit quelque chose. Donc dans ce sens-là, je suis toujours étonné, je suis souvent en Airbus, ça vole, hein, c'est super, extraordinaire. Comment on était arrivé là? Mais bon, on n'est pas que dans le négatif parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de matières où ça marche. Et moi, ce qui me semble vraiment très important aussi, c'est de ne pas perdre l'espoir parce que vous avez des équipes franco-allemandes, que ce soit en politique, on va dire, là, par exemple au Quai d'Orsay,
Il y a une dizaine de personnes qui travaillent depuis 10-15 ans, je les connais, depuis 10-15 ans avec leurs homologues allemands à Berlin, au Auswärtiges Amt. C'est les gens qui se connaissent personnellement, qui ont leur portable, leur numéro de portable, qui peuvent s'appeler le samedi ou le dimanche, s'ils ont envie de discuter un petit peu. Et ils savent très bien aussi que les Français vont quitter leur bureau à 18h et les Allemands à 16h. Donc ils savent aussi quand ce n'est pas la peine d'appeler l'autre, ou alors où on peut encore insister parce qu'on trouvera encore quelqu'un. Donc, des choses comme ça. Ça marche très bien parce qu'on change le ministre, mais on ne va pas changer les équipes qui bossent vraiment, les Sherpas, comme on dit. Ça, c'est très bien. Et c'est dans tous les ministères comme ça. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, en France et en Allemagne. Les gens se connaissent. Au Parlement, il y a les groupes de travail entre les parlementaires francophones et les parlementaires germanophones à Paris. Il y a des conseils de ministres régulièrement entre les deux pays, donc ils se réunissent. Bon, ok, c'est plutôt un peu pour la vitrine, mais derrière, ça bosse. Et ça bosse vraiment sérieusement, et c'est ça. Quand on voit, et la presse qui dit, ne vous inquiétez pas trop, entre Scholz et Macron, le courant a du mal à passer. Ça peut être vrai, mais derrière, il y a les Sherpas. Il y a, par exemple, le conseiller de Scholz pour les affaires françaises, c'est un gars qui a 45 ans, qui a fait ses études à Bordeaux, qui en connaît un petit peu sur le Maghreb. Et c'est pas la peine de trop s'inquiéter. Ils se connaissent, ils sont là et ils ont passé tous ceux qui s'occupent de ces relations-là, un certain temps dans l'autre pays. Et j'en ai vraiment des exemples, j'en ai plusieurs et c'est un petit peu encourageant. Il y a les institutions comme l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, ça fait des décennies que ça marche très bien. Vous avez, depuis la rencontre à Aix-la-Chapelle entre Merkel et Macron, renouvellement réactualisation du traité franco-allemand. Vous avez un fonds citoyen franco-allemand. Vous pouvez vous-même, avec votre association, avec une structure, demander des sous pour faire un projet, pour faire quelque chose d'innovant. Et vous les aurez. Il y a 1 million d'euros qui sont disponibles tous les ans. Et on peut demander, on peut faire un projet ici sur place, si vous voulez, un projet franco-allemand. Nous, on en fait. Il y a un conseil culturel franco-allemand. Il y a énormément de choses. Ce matin, je disais encore, mais rien que sur l'Alsace, il y a sur Kehl, à la frontière près du Rhin, il y a un organisme européen, mais franco-allemand aussi, qui conseille le consommateur dans des difficultés avec les institutions ou avec des entreprises. Sur la frontière entre l'Allemagne et la France, il y a trois bureaux qui s'appellent InfoBest, où vous pouvez, en tant que transfrontalier, prendre conseil. On va vous dire, si vous travaillez en France, il faut faire ceci, il faut cela. Si vous voulez travailler en Allemagne, il faut faire ceci et cela, et puis qui vont vous aider. Il y a énormément de choses qui fonctionnent, quoi. Faut pas perdre l'espoir. Ici, ça se voit un peu moins. Moi, je sais, quand je me souviens, et je vais terminer avec ça, j'avais un demi-poste en France et un autre demi-poste en Allemagne, en même temps. Donc, je prenais l'avion ou le train toutes les semaines. Je n'ai pas fait ça pendant très longtemps, mais c'était intéressant. Je voulais savoir où je devais m'inscrire à la caisse d'assurance maladie. Est-ce que je reste en France ou est-ce que je le fais en Allemagne? Alors j'ai demandé ici en France à ma caisse, ils m'ont dit hein, travailler à moitié en France et en Allemagne, quelle idée! Alors il a fallu que je pose la question à un conseiller alsacien qui dit oui, bien sûr, mais vous êtes transfrontalier à ce moment-là. Oh, vous gardez votre caisse en France, vous avez la carte européenne, ça marchera en Allemagne. Et c'est vrai, ça marche. Je présente ma carte européenne de maladie en Allemagne, ils notent ça, ils font une photocopie et hop, c'est bon. Et je ne paye rien, quoi. C'est sympa. Et la caisse française prend en charge ce que j'ai dû dépenser, une petite radio, une petite auscultation. Je balance ça à ma caisse française et puis ça passe très bien. Donc, il n'y a pas que du désespoir. Hein.
Donc, alors, même si on a peut-être des soucis à se faire pour les élections en Allemagne, ça ne changera pas grand-chose, si j'ai bien compris, pour les relations franco-allemandes, si le nouveau chancelier est Merz ou quelqu'un d'autre, parce que donc, les relations sont tellement bien ancrées donc, dans le paysage administratif et, disons, un peu partout, et sur les informations que vous m'aviez données aussi avant notre rencontre, donc 3000 entreprises franco-allemandes. Donc, c'est compliqué de travailler ensemble, mais apparemment, ça marche plutôt bien. Très bien. Et je peux vous dire aujourd'hui, ce qui marche très bien aussi, c'est les PV. Vous vous faites flasher ici, le PV vous suit en Allemagne. Moi, j'ai une immatriculation française, donc j'ai pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que en Allemagne, on gagne des points et en France, on en perd. Ça pourrait s'homologuer un petit peu. Ça pourrait s'harmoniser un petit peu. Mais sinon, non, on est beaucoup plus près qu'on ne pense. Et vous pouvez faire quelque chose parce que vous pouvez vous arranger à participer à un projet franco-allemand. Il y a les jumelages, il y a tout ça, ça existe. Bon, allez-y, hein, engagez-vous, comme il dit.